Moi, j'ai pas d'études. J'étais poche à l'école. J'étais loser à l'école. Non, mais attends, là, pas d'études à quel point? La réceptionniste là, m'a tendu une enveloppe que j'ai ouvert plus tard à l'aéroport. Et dedans, il y avait un chèque à mon nom d'1 million de dollars. Fait qu'il n'y avait pas d'investisseurs. Fait que les plusieurs dizaines de millions, ça venait tout de François Dumontier. Ça ou ça? Ça dépend. Quel genre de femme tu veux être? Pas chic, le petit muffin top. Ça, tu fini de me shamer? Est-ce que ça te tenterait d'être consultante sur ma série? Sûr que oui, voyons donc. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sparring. Mon nom est Geneviève Tardif. Salut Sacha. Salut, Jen. Et pour ceux que c'est la première fois, merci d'être avec nous. Oui. Aujourd'hui, grosse entrevue avec François Dumontier. Bonjour François. Bonjour Geneviève. Salut, François. Salut. Merci d'être là pour jaser de ton livre, là. Passion intacte, 14 ans à la tête du Grand Prix du Canada et avec la préface de Bernie Ecclestone. Ouais. Ouais, quand même. Quand même. Et maintenant, François Dumontier, tu es vice-président stratégie exploitation commerciale du Parc olympique et tu demeures toujours le président de l'Autorité sportive nationale, ASN, du Canada, là, qui gère le sport automobile au pays pour la Fédération internationale de l'automobile, FIA. Merci. Il fallait mon sel pour ça, parce que c'est très long quand même, mais j'ai réussi. Ma question, là, pourquoi... C'est quand est venue l'idée du livre? Écoute, c'est quelque chose que je pensais quand même depuis un certain temps. Quelques années. J'avais commencé à griffonner. Tu sais, des fois, tu griffonnes des idées, des petites notes. Et évidemment, un petit peu avant 2024, donc avant mon départ comme président du Grand Prix, je m'étais dit, OK, je pense que c'est peut-être le moment d'écrire. Et pourquoi je l'ai écrit, c'est que on m'a souvent posé la question, comment tu as fait pour te ramasser à la tête du Grand Prix du Canada, qui est le plus gros événement sportif et touristique au pays? Puis quand on me posait cette question-là, on me la posait tout le temps avec deux tons. Il y avait un ton qui était vraiment de curiosité, là, d'intérêt, comment tu t'es ramassé. Ça serait là, mon ton, là, oui. Et un ton un peu surpris, là. Ouais, surpris, mais pas. Comment t'as fait pour te ramasser là? Parce que, bon. Et je voulais répondre un peu, en partie à cette question-là. Donc, la raison, essentiellement, c'est que moi, j'ai pas d'études. Moi, là, j'étais poche à l'école. J'étais loser à l'école. Non, mais attends, là, pas d'études à quel point, là? Ben, j'ai pas mes maths de secondaire 5, j'ai pas de diplôme collégial. Non, j'ai pas ça. Et j'étais au cégep, là, j'étais en technique de loisirs au cégep. Ben, je ne l'ai pas, le diplôme. Et donc, c'est ça. Donc, quand on me pose la question avec étonnement, c'est de dire, OK, mais toi, on sait que tu n'as pas vraiment d'études, puis tu te ramasses à gérer cet événement-là. Fait que je voulais répondre un peu à cette question-là. OK. Et à montrer, on a souvent entendu parler, tu sais, des fois que c'est plus difficile pour les jeunes garçons là, à l'école. Et moi, je l'ai montré que par détermination, puis souvent être à la bonne place, au bon moment, saisir ta chance, peut t'emmener aussi loin, dans le fond. Fait que ça, c'était la base, en tout cas, du livre, de pourquoi je voulais l'écrire, c'est de répondre à cette question-là. Okay. Quand même, là. Et la passion pour le sport automobile, ça vient d'où? Ben moi, j'en avais pas. Là. Quand j'ai commencé à travailler au Grand Prix du Canada, en 94, moi, je trippais hockey. Là. OK. Comme la majeure partie des Donc, tu n'as jamais jeunes été Québécois. pilote? As-tu déjà été pilote? Non, j'ai jamais été pilote. Donc, je suis devenu passionné. Là, parce que quand tu baignes à tous les jours dans ce milieu-là, puis tu le découvres, tu deviens passionné. J'ai été prendre des cours de pilotage. J'ai fait de la Formule 1600, de la Formule 2000, mais jamais en course. Là. Je me disais que je n'étais pas assez fou pour aller vraiment courir. Donc, je n'étais pas une passion qui m'a emmené au Grand Prix. Ma passion s'est développée une fois que j'étais au Grand Prix. Le hockey, j'aimais beaucoup le hockey. Glafleur, c'était mon idole. Donc, et c'est pour ça que c'est quand je dis à la bonne place au bon moment, ça, c'est arrivé en 94. J'étais à la bonne place au bon moment. Puis c'était quoi le poste? Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là en 94?
Ben, ce moment-là? Ouais. Ben, en fait, c'est que moi, je travaillais pour le parc Jean-Drapeau, là, ce qui, à l'époque, s'appelait le parc, la Société de l'île Notre-Dame. Et évidemment, le Grand Prix était déjà là depuis 78. Puis moi, j'étais le locateur. Je faisais partie comme du locateur des lieux. Normand Legault était le locataire, comme avec le Grand Prix. Et puis j'avais travaillé avec eux. Et Normand, un matin de mai 94, j'étais sur le circuit, là, en train de travailler. Et Normand s'est arrêté à côté de moi. Puis il m'a demandé d'aller le voir là, cette journée-là. C'est comme ça, là. Viens me voir 15 minutes. Là. Et c'est quelqu'un que je connaissais à peine. Là. Je savais c'était qui, là, Normand Legault. Mais c'est pas comme si on avait travaillé ensemble. Et j'ai été le voir, là, trompe-toi pas, j'ai été le voir comme il m'a demandé. Et c'est là que Normand m'a offert un emploi. Et donc, à bonne place, bon moment, tu saisis ta chance, c'est là, mai 94. Et j'ai quitté cette fonction-là. C'est paramunicipal quand même, cette société-là. Donc, j'ai quitté, je pense, une bonne job quand même, avec les avantages qui venaient avec, pour me lancer dans l'événement. Puis c'était quoi la job qui t'a offert? Quand j'ai commencé, là, j'étais coordonnateur aux opérations. Là. Je veux dire, j'étais terrain. Puis je m'occupais surtout du côté public de la chose. Donc, tout ce qui était monter les tribunes, les accès pour le public, les services au public. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de ce qui était l'aspect sportif, donc le circuit. Puis pourquoi t'as accepté? Ben parce que je trouvais que c'était un beau défi. Tu sais, j'étais comme dans une paramunicipale qui est, sans dire la ville, puis j'étais là depuis quand même quelques années, là, malgré mon jeune âge à l'époque. Puis là, je me disais, OK, mais c'est quoi mon prochain défi? Là? Je reste-tu là? Eux avaient quand même des ambitions pour moi au parc. Mais je me disais, OK, non, c'est comme une chance unique. Là. Cet événement-là, puis était pas, à l'époque, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais c'était déjà important. Puis moi, j'aimais beaucoup l'énergie de Normand Legault. OK. Je trouvais que c'était un homme là, il avait quand même bâti le Grand Prix déjà. Puis ça me tentait de travailler avec. Ah, c'est cool. Donc, tu as commencé là. Après, tu es remplacé, dans le fond, à la tête du Grand Prix en quelle année? Bon, donc, 94 jusqu'à 2008, là, j'occupe plein de fonctions. Là. J'ai été directeur des opérations, vice-président, etc. Et donc, là, Montréal a perdu son Grand Prix en 2009. Oui. Et donc, là, moi, je suis devenu président du Grand Prix en 2010, lorsqu'on on a ramené le Grand Prix. Et pourquoi on a perdu le Grand Prix en 2009? Bien, écoute, ça, je peux pas rentrer dans trop de détails, mais tu comprends que c'est une chaîne contractuelle entre Normand et M. Ecclestone à l'époque. Puis on a perdu le Grand Prix en 2009. C'était purement business, là. C'était purement business, là. Ça n'avait pas rapport avec la ville, avec le pays, avec... c'était vraiment de ce que j'avais, moi, lu en ligne à l'époque, puis je m'en souviens de ça. C'était un peu comme tu le mentionnes, pas une dispute, une mésentente contractuelle business entre le promoteur et... Mais ça a duré 1 an. Oui, on a perdu. En fait, lorsque le calendrier de la FIA a été publié à l'automne 2008, en prévision de la saison 2009, Montréal n'était pas sur le calendrier. Alors là, on a perdu le Grand Prix 2009. Et moi, là, j'étais déjà dans l'organisation avec Normand, puis on faisait aussi du NASCAR à ce moment-là, à Montréal. Tu sais, depuis 2007, on faisait le NASCAR. Alors en 2009, on a continué, nous, en tout cas, moi, c'est là que j'ai ma première entreprise, c'est là que je l'ai créée pour organiser et opérer le NASCAR. Et c'était pas sûr si le Grand Prix était pour venir un jour. Tu sais, la F1 était partie, puis c'est quand même un cercle très restreint, là, le nombre de courses qu'il peut y avoir dans une saison. On se disait, OK, ils sont partis, vont-tu revenir? Et là, dans l'année 2009, c'est là. Tu sais, moi, j'estime que j'ai été à bonne place à 2 fois. Bon, 2 fois. En 94, mais en 2009, j'organise la NASCAR et mon téléphone sonne à mon bureau. Et mon adjointe, elle me dit, t'as M. Ecclestone au bout de la ligne. Et là, Bernie m'appelait parce qu'il voulait revenir. Là, ça faisait quand même
On l'avait perdu, ça avait été annoncé en octobre 2008 qu'on le perdait. Puis en mai 2009, là, M. Gaston m'a rappelé pour me demander si j'avais l'intérêt à aller jaser avec lui. Et après ça, là, tout a déboulé. Les négociations aussi avec nos pouvoirs publics ici qui ont injecté des sous. Et en novembre 2009, on a annoncé le retour du Grand Prix en 2010. Est-ce que c'est là le moment où tu as rencontré Bernie Ecclestone et qui t'a fait un chèque de 1 million? En fait, c'est pas la première fois. C'est lors de la deuxième visite que j'ai fait à son bureau. OK. Et oui, c'était vraiment une session vraiment de négociation. Puis moi, j'avais dit à Bernie, moi, je croyais vraiment au Grand Prix du Canada. Le Grand Prix était populaire. C'était un bon Grand Prix dans le championnat. Mais je disais à Bernie, attends, là, ils ont parlé ici de beaucoup de sous, là, beaucoup d'argent à acheter les droits de course. Puis moi, je disais à Bernie, écoute, je viens d'une famille modeste. Je n'ai pas une fortune perso qui m'attend quelque part. Alors, je veux que tu le saches. Je veux que tu saches que je vais prendre le risque. Je vais m'investir. Je vais hypothéquer tout ce que je vais le prendre. Mais sache que je ne viens pas d'une famille riche. Puis là, on l'a continué. Le gars, elle a continué. Puis c'est à la fin de la sortie de cette journée de son bureau où la réceptionniste m'a tendu une enveloppe que j'ai ouvert plus tard à l'aéroport. Et dedans, il y avait un chèque à mon nom d'1 million de dollars. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! OK, moi j'aimerais ça comprendre, parce que pour les gens qui nous écoutent, parce que Pardon? Parce que je trouve, on a eu Sandrine Garneau à notre balado en début de saison, puis on parlait un peu de la logistique autour d'organiser la F1 et tout, mais je pense que pour plusieurs gens, dont moi, cette business-là de la Formule 1, c'est quand même très différent de comment ça fonctionne avec des ligues comme la Ligue nationale de hockey, la NFL, la NBA, etc. Quand tu rencontres Bernie Ecclestone et que tu te dis, moi j'ai une famille modeste, puis je vais mettre mon argent, peux-tu expliquer un peu le fonctionnement dans le sens, toi comme promoteur de l'événement, c'est ton argent personnel, c'est toi qui dois amasser les fonds pour avoir la course et que tu payes la F1 pour avoir le droit de courser là? Comment ça fonctionne? Tout à fait. T'as bien compris ce modèle-là. Puis là, il faut remonter en 2010. Alors, en 2010, il y avait moins de grands prix où c'était des corporations qui étaient propriétaires des droits commerciaux, des droits de course. Aujourd'hui, un individu seul, avec une PME, peut plus suivre la parade. Là. Non, okay? mais j'imagine. Mais oui, donc moi, je compare souvent ça quand je l'explique à une franchise, évidemment. Il y a tu peux faire 25 courses dans une saison de Formule 1. La FIA te permet ça. Il y en a 24 actuellement. À l'époque, il y en avait un petit peu moins. Et donc, tu te procures une franchise. Bernie, à l'époque, était le franchiseur. C'est ça. Tu peux imaginer, sans faire de publicité, mais c'est ouvert McDo. McDo à Montréal, sur les McDo de Bernie. Et toi, tu achètes la franchise de Montréal, du Canada. Et tu dois payer, donc essentiellement, tu payes un droit de course. Et c'est là où c'est important de comprendre que il faut que tu payes un droit de course avant même d'avoir vendu un billet. Oui. C'est pour avoir le droit de mettre le M sur le McDo devant ta billet. Exact. Ouais. Alors, c'est là que je voulais que Bernie comprenne que j'étais pour le faire, mais je voulais pas qu'il s'imagine que je ferais le chèque comme si de rien n'était, puis non, je prenais littéralement un risque financier de dire, parfait, je vais le payer, mais il faut que je commence à vendre des billets, la commandite, etc., etc. Fait que c'est littéralement une franchise, puis il y a quand même des similitudes avec d'autres sports. Je veux dire, quand on entend, je sais pas, quand Jeff Monson parle des Canadiens, c'est la franchise des Canadiens. Là. Alors, en F1, c'est un peu la même chose. Puis où je pense qu'il s'est reconnu dans ça, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment là, l'histoire de M. Ecclestone, c'est que lui, il vient d'un milieu très, très modeste. Ah oui? Très modeste, banlieue de Londres. Je te suggère une biographie là, qui s'appelle No Angel. Là. OK. Et Bernie, essentiellement, réparait des motos dans la cuisine de sa mère. Son père était déjà plus avec dans eux. Le décor. Okay. Dans le décor, mais lui, il réparait des motos dans la cuisine de sa mère et il les revendait.
OK. Et là, c'est comme ça, tranquillement, pas vite, parce que Bernie, à l'époque, était plus un amateur de moto que de voiture. Et là, à un moment donné, il commençait à être connu un petit peu. Réparer une moto dans la cuisine, juste une, ça prend du temps. Alors là, il a été dans son quartier, là, dans ce ville-là, puis il y avait un gars qui avait un concessionnaire d'auto usagés. Puis Bernie, il a dit, regarde, je vais prendre comme une partie de ton commerce, puis je vais vendre mes motos, puis je te donnerai un... Oui. Et après quelques mois, il a racheté complètement le gars. OK. Et c'est comme ça que Bernie a bâti. Bernie était un gars qui avait des concessions automobiles OK, quand même. avant de se lancer dans le sport automobile. Alors, je pense que là, dans mon approche ou ce que je voulais y partager, je pense qu'il s'est reconnu. Mais moi, j'ai une question, puis libre à toi de dire si tu peux ou pas répondre, OK? L'argent que tu devais amasser pour ça, c'est-tu public? Peux-tu partager? Ça représentait quoi, le frais de franchise? Ben, sans dire le montant précis, là, mais tu sais, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Là. OK, à cette époque-là. Déjà à cette époque-là. Déjà à cette époque-là. Puis là, ben, moi, je suis curieux, puis c'est une chose qui m'intéresse, la structure corporative. C'était une société en commandite, tu allais chercher des commanditaires, donc des investisseurs qui mettaient de l'argent eux aussi. T'avais-tu le droit d'arriver avec une entité juridique indépendante ou fallait que ça soit un individu qui met l'argent? Ben, c'est-à-dire que moi, la mienne, ma structure, moi, j'étais carrément un Inc. Moi, c'est ça. Moi, j'étais carrément une entreprise. OK. François Dumontier Inc. Ben, qui était groupe de course Octane Inc. oui. C'était ça l'entreprise. Donc, moi, j'étais un Inc. Donc, puis j'étais le seul actionnaire de cette entreprise-là. Alors, quand tu dis on va faire le chèque, ben, tu sais, ultimement, il vient de... Fait que t'avais pas d'investisseurs. Non, j'étais... Fait que les plusieurs dizaines de millions, ça venait tout de François Dumontier. Ça venait de François Dumontier à l'intérieur de ma structure. C'est toi qui as fait des roues dans ton dans ta cuisine comme non, Christophe. mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que quand on a parti le Grand Prix 2010, Ouais. ben là, on a commencé quand même à générer des revenus. Puis on a, tu sais, qu'à un moment donné, ben, t'as un fonds de roulement qui se crée. Puis Fait que tu pouvais le partir, collecter des revenus, puis après ça, payer le frais de franchise plus tard? Ben, il n'est pas nécessairement payable, là, tu sais, la upfront, là. OK. Mais il y a quand même 2 périodes dans l'année où est-ce que... Je comprends. Payait. Fait que ça vient vite, là, ces OK. périodes-là, ils viennent vite. Fait qu'à un moment donné, ben, tu développes ton fonds de roulement, puis tu t'en mets de côté pour pour le mauvais jour, tu sais. Alors, c'est comme ça qu'on Fait que le million que Bernie t'a payé, c'était comme un cadeau? Ou tu l'as remboursé. Comme ça, tu un investissement? Trompe-toi pas, je l'ai remboursé rapidement, là, en plus. Là. OK. Non, C'était un rapidement. prêt pour partir? C'était comme un prêt. Oui, moi, je l'ai vu de deux façons. Moi. Je l'ai vu comme, oui, regarde, ça va t'aider, là. Pars avec ça va t'aider. On avait quand même une base. On faisait du NASCAR déjà. Là. On avait quand même une certaine base. Mais lui, je pense qu'il disait, OK, regarde, pars avec ça va t'aider. Mais j'ai aussi vu un geste de confiance. Parce que là, voir qu'une enveloppe et un chèque à mon nom, j'aurais pu juste me pousser avec le chèque. Oui. Là. C'est à mon nom. Mais non, le lendemain matin, je suis arrivé au bureau, déposer le chèque. Puis, dans ma tête, je me disais, il faut que tu le rembourses le plus vite possible. C'était ça, moi, je m'étais donné ça comme défi. Et aussitôt que j'ai réussi à avoir 1 million cash flow free, là, de mettre de l'argent de côté, là, ouais. j'ai repris l'avion puis j'ai été y porter. Non. Wow. En main propre. C'était bien, bien important parce que je trouvais que c'était un geste qu'il avait fait qui était, qui était fort là, envers moi. Ouais. Puis moi, je voulais faire le même genre bien. de geste. C'est bien. Puis, ça, c'est vraiment impressionnant à plusieurs niveaux. Moi, j'ai une question. Bernie voulait te parler pour ramener le Grand Prix au Canada. C'était quoi sa motivation? C'était-tu parce qu'il voulait recevoir un frais de franchise ou il y avait de quoi qu'il sentait qu'il manquait dans le calendrier qu'au Canada, il n'y avait plus de Grand Prix? Moi, je pense que, je pense, et je suis pas mal sûr parce qu'on a eu quand même des discussions à ce niveau-là. Bon, mésentente contractuelle, OK, entre lui et M. Legault, fine. Et je pense que Bernie, moi, avait sous-estimé la réaction de la communauté de la Formule 1. Il aime ça, hein, venir à Montréal? Il aime vraiment ça. Puis là, si on se reporte à l'époque, là, en 2010, Montréal était le seul Grand Prix d'Amérique du Nord. Il n'y avait pas d'autre à l'époque. Il n'y avait pas Indianapolis encore aux Mais non, États-Unis? ça, c'était avant. Indianapolis, ça a été dans les années 2005. OK. Ça marchait pas, ça levait pas pantoute, ça. Non, puis je ne sais pas si tu te souviens, Sacha, mais la catastrophe qui est arrivée à Indianapolis quand
il y avait 2 manufacturiers de pneus à ce moment-là, Michelin et Bridgestone. Et les Bridgestone, en essai libre, en qualif, se dégradaient. Oui. Et il est resté seulement 6 voitures sur la grille de départ avec des Michelin. Alors, Indianapolis, puis Michelin a remboursé, ou Bridgestone a remboursé tout le monde là, qui était là. Donc, en 2010, ou en 2009, ben, il n'y avait aucun autre Grand Prix en Amérique du Nord. Et ça s'appelle un championnat du monde de F1. Puis là, tu n'avais pas l'Amérique du Nord. Alors, je pense, moi, qu'il a sous-estimé la réaction de la communauté F1, que ce soit les pilotes. À base, les pilotes aiment ça. Oui. C'est un circuit qui est exigeant, Oui. qui est difficile. Les commanditaires, les télédiffuseurs. Là, à cette époque-là, la course était à 2h l'après-midi. Tu es diffusé en heure de grande écoute dans les pays européens. Alors, tu sais, les télédiffuseurs, là, c'était payant, là, pour eux autres. Donc, je pense que Bernie a eu de la pression. OK. De revenir le plus vite possible. Et évidemment, ici, je pense que notre communauté, à nous aussi, là, parce que je me souviens en 2009, j'ai vu certaines manifestations de nos commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, là, pour essayer de ramener le Grand Prix. De là, d'ailleurs, on a fait un mariage entre un promoteur privé et des fonds publics où les 3 paliers, le fédéral, provincial, municipal, Tourisme Montréal, se sont impliqués avec nous. Là. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je pense que Bernier avait un peu peut-être sous-estimé. Puis, juste parce que j'essaie de replonger mes souvenirs, ça me rappelle, tu sais, à cette époque-là, corrige-moi si je me trompe, François, tu parlais de NASCAR, vous le faisiez-vous ou vous le faisiez à l'Autodrome? Ou vous le faisiez... Non, on le faisait au circuit Gilles Villeneuve. Au circuit Gilles Villeneuve, OK, parfait. Oui, tout à fait. Fait que vous faisiez au circuit Gilles Villeneuve, puis est-ce qu'à Montréal, on a déjà eu la série kart? Oui, à l'époque, on l'avait aussi. Parce que, tu sais, la série kart, il y avait quand même une belle présence canadienne. Carpentier, Tagliani, Paul Tracy, qui étaient quand même présents. Puis il y avait aussi IndyCar en plus. Puis finalement, kart et IndyCar ils ont comme fusionné, si je me trompe pas. En fait, le championnat s'appelait kart à l'époque. Ouais. Effectivement, il y a eu une chicane. Mais c'est ça, parce que tu avais le Indy 500 qui était la série Indy avec Andretti et tout, qui avait leur propre. Ben, pas eux, mais tu sais, le circuit Indy, tu avais le circuit kart. My God, tu parles de trucs. Ça fait longtemps, là. T'es mais un moi, grand fan, là. En fait, j'étais un fan dans le sens où j'aimais ça suivre les Canadiens dans les différents circuits. À quel point, à cette époque-là, il y avait une compétition avec ces autres circuits, tu sais, parce que la série kart était présente à Toronto. Tu sais, là, tu confirmes pendant Montréal, Vancouver aussi. Parce que, tu sais, maintenant, la Formule 1 a pris tellement une coche par rapport à, selon moi, tout le reste avec Drive to Survive et tout, mais à cette époque-là, c'était moins évident qui allait mener le... Mais, tu as des très bons souvenirs, tu as une bonne mémoire. Effectivement que quand on remonte dans les années là, 94, 15, 16, là, même dans ces années-là, il y avait donc une course, donc à Montréal, on faisait de la F1. Toronto, Vancouver faisait du kart. Ouais. Et la course de Toronto était presque aussi populaire c'était gros, là. en termes de nombre de tribunes que le Grand Prix là, à Montréal. Wow, OK. Oui, c'était déduit par Molson à l'époque, puis Vancouver aussi. Là, Vancouver a arrêté de courir parce que le propriétaire du terrain où il y avait le circuit a décidé de vendre des condos puis construire des condos. Mais c'était effectivement là, c'était un circuit qui était très, très, très populaire. Il y avait l'Indy 500, évidemment, qui en faisait partie. Donc, puis Montréal a eu du kart là, de 2002 à 2006 environ. Puis après ça, il y a eu cette scission puis cette chicane-là. Nous, on a fait en 2007, on a fait une course de Champ Car à Tremblant. Ah, OK. À Tremblant, on a fait du Champ Car, kart est devenu Champ Car à un moment donné. Et là, bon, et nous, avec Normand à l'époque, on a amené ce qui était la série B. C'est un peu la ligue nord-américaine, là, américaine de hockey, là, de NASCAR. Puis on a fait ça de 2007 à 2012, 13 à peu près. Ça, c'était-tu avec Andrew Ranger et tout? Ça, c'était un autre circuit? C'était un autre circuit, mais ça, c'est vraiment drôle parce que tu avais l'air étonné que je dise que c'était au circuit Gilles Villeneuve. Ouais. Parce que dans ce temps-là, le NASCAR courait beaucoup, beaucoup sur des ovales. Des ovales, c'est ça, oui. Et il y avait quelques circuits routiers là, dans le championnat. Puis là, nous, on dit non, ça se fait au circuit Gilles Villeneuve. De toute façon, ici, là, on n'a pas un circuit ovale digne de ce nom pour recevoir NASCAR.
Et là, ben, les gens ont fait beaucoup de jokes avec ça, mais quand tu courses à un ovale, tu tournes à gauche. Uh-huh. Hein? Puis, il y a des pilotes là-dedans qui n'avaient jamais presque couru sur un circuit routier. Fait qu'ils tournaient à droite. C'était comme C'était pas... un challenge. Wow! là, OK? C'est vrai, pareil. Hein? Puis, une voiture de NASCAR qui va sur des ovales, la roue avant gauche, elle est pas droite, là. Elle est penchée, tu sais, pour suivre. Comme les patineurs de vitesse, là. Tu sais, c'est comme... Bon, en tout cas, je connais ça un peu. Tu connais ça un peu. Alors, donc, nous, on dit non, on fait ça au circuit Gilles Villeneuve. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est que plusieurs équipes disaient hey, moi, mon pilote, il peut pas courir ici, là. Fait que c'est là qu'ils ont engagé des Andrew Ranger, Pat Carpentier, Jacques Villeneuve, Tagliani. Ont tous fait la course parce que c'était des spécialistes de circuit routier et ils connaissaient le circuit Gilles Villeneuve Comme par personne. cœur. Ouais, ouais. Ils avaient fait de l'Atlantique, ils avaient fait du... donc là, il y a beaucoup de Québécois qui se sont ramassés dans cette série-là. Puis, juste pour finir sur le NASCAR, mais on a été la première course de NASCAR sur le circuit routier à se tenir sous la pluie. Parce que sur un ovale, quand il pleut, ça arrête. Hein, parce que sinon, trop dangereux. Ça glisse. Nous, on avait mis une clause de contrat qu'on avait dit non, s'il pleut, vous le faites pareil. Et ces équipes-là ont des pneus pluie. Mais dans le fin fond de la remorque, OK. écoute, ils étaient tous éventés. Là. Les pneus, là, quand ils ont. Parce qu'il n'y a plu cette journée-là, OK? Je pense, mais c'est pas qu'en 2010, peut-être, 2011. Et on a dit, ben non, vous courez pareil. Et là, ils ont mis des pneus pluie là-dessus. Et ces voitures-là, elle fait bien cocasse. On peut retrouver ça encore sur Internet. Les voitures n'ont pas d'essuie-glace. Parce que, comme ils ne courent pas sous la pluie normalement, alors. Les gars, ils ont fait quoi? Ben, il y en a qui l'ont installé là, des temporaires, là, mettons. Là. Mais Carl Edwards, qui était un des grands champions de la série, lui, il avait pris un Swiffer, là, une espèce de mop là, qu'on a dans la maison. C'est ça, de même. Et quand il y avait des drapeaux jaunes, il sortait sa main et il allait nettoyer son pare-brise. Tu peux retrouver ça. Là. C'est normal drôle. Et ça, ben, ça a fait le tour de la planète c'est course. clair? Là, automobile. C'est clair. Ah non, ça, c'est fou. OK. Et là, donc, tu es devenu président du Grand Prix du Canada à partir de 2010. 2010, oui. OK. On va 10 ans plus tard, 2020. Pandémie. Oui. Difficile. Comment tu as vécu ça? Ben, je pense que comme plusieurs entreprises, là, tu sais, là, déjà, si on se souvient de 2020, le premier Grand Prix de la saison, c'était l'Australie. La communauté F1 était déjà rendue en Australie. Je me souviens même d'un commentaire de Lewis Hamilton, qui avait dit ben là, je suis pas sûr qu'est-ce qu'on fait ici parce que ça se propage un peu partout dans le monde. Et là, ils ont fait les essais libres, je pense, du vendredi matin. Il y a eu des cas, et là, ils ont annulé. Mm-hmm. Là, à partir de ce moment-là, j'ai eu peur. Ouais. Parce que là, je me disais, OK, nous, on est. Ça, c'était en mars, nous, on était en juin. Et là, ben, là, l'avenir, le reste, tout le monde le connaît un peu. Tu sais, à un moment donné, tout a arrêté. Puis, ben, c'était dur parce que, tu sais, c'est ton entreprise. Qui est, les gens voient le Grand Prix, mais à l'arrière du Grand Prix, il y a quand même une entreprise, des employés qui sont là. Puis là, pendant 2 ans de temps, il n'y a pas eu de Grand Prix. Il n'y a pas eu de Grand Prix pendant 2 ans, mais on ne les a pas vécus de la même façon, ces 2 années-là. Parce que la première année, tu sais, tu dis, OK, on a eu le Grand Prix, puis il y avait plusieurs Grands Prix dans le monde qui avaient été annulés. Il y avait quand même gardé une mini-saison. Il y a eu quelques courses quand même. Nous, on a eu espoir d'ailleurs de pouvoir la reprendre en juillet, en octobre. Tu sais, on essayait là, avec la santé publique, puis avec... mais bon, finalement, ça n'a pas marché. Mais la distinction entre les 2 années, c'est que la première année, même les clients qui avaient acheté des billets, parce que nous, là, on était en mars, là, on se souvenait de ça, puis le Grand Prix est en juin, nos billets sont déjà presque tous vendus à ce moment-là. Les gens aussi se disaient probablement, ben ça va passer, là, on fait un an là, puis personne ne pensait que c'était pour durer si longtemps. Et donc, les gens ont conservé leurs billets. Nous, moi, j'ai conservé tous les employés, puis on travaillait sur des plans sanitaires. Là, on ne travaillait plus sur l'organisation de la course. On disait, si on a réussi à la reporter, il va falloir qu'on présente des plans sanitaires. Ouais. Donc, on travaillait là-dessus, littéralement. Là arrive l'an 2, l'annulation de l'an 2. Là, ça a été plus difficile parce que le client qui avait gardé son billet, lui, imagine là, que le client avait dépensé 1 000 $, mettons.
Première année, il s'est dit, ah, OK, ça va revenir, mon billet est là. Mais à un moment donné, les clients, peut-être qu'à un moment donné aussi, au niveau de leur travail, ils avaient perdu peut-être des heures. Ils avaient besoin de ce 1000 $-là. Montant-là, Mhm. ouais. Alors là, tu sais, là, c'est là où moi, comme propriétaire, là, tu commences à rembourser des gens. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça ressort, là. Fait que ça a été plus difficile à ce moment-là, économiquement parlant. Ouais. Puis on ne savait pas là, si on était pour en manquer un troisième ou non. On ne savait pas à ce moment-là. D'ailleurs, on a eu, pour faire le Grand Prix 2022, Ouais. on a eu l'autorisation uniquement en décembre 21 pour le faire. Puis j'ai toujours dit, ben, une chance que j'ai gardé tout le personnel parce qu'il y avait l'expertise, l'expérience. Si on avait eu à recommencer 6 mois, juste avoir 6 mois pour organiser un Grand Prix, ça n'aurait pas fonctionné. Puis, au niveau de la structure, on en a parlé un peu tantôt, mais donc, toi, tu achètes les droits de franchise via ton entreprise, là, Octane. Les revenus du Grand Prix, là, je parle pas nécessairement aujourd'hui, parce que là, je sais que la structure a peut-être changé, Belle est plus impliquée, etc. Mais à l'époque, là, toutes les ventes les ventes de billets, les ventes de merch, tout ça, ça rentre tout chez Octane? Tout appartient? Ou Ouais, il y a un partage de revenus qui est fait avec la fin? Ben, c'est-à-dire qu'il y a. Non, à la base, là, ça rentre chez Octane. OK. Puis, mais tes sources de revenus ne sont pas très diversifiées. C'est assez simple, en fait. Tu vends des billets. Mettons, tu vends des billets de loge. Tu vends des billets de gradins, des billets de loge, tu vas vendre de la commandite, merch, comme tu viens de dire. Tu vas vendre de la pub dans un programme souvenir, par exemple. Des hot dogs, etc. Sont assez donc limités, tes revenus. Et la distinction, c'est bien, bien important à faire, c'est que la franchise, quand tu l'as, ce qui est en piste, là, ce qui est en anglais, on dit le TV visible, là, ça appartient à la Formule 1. La Formule 1 vend, puis c'est comme franchiseur, ben, ils vont vendre des commandites, eux autres aussi, puis ils vont vendre des commandites mondiales qui vont vendre sur... Ils vont dire, regarde, moi, je vais te vendre une commandite. On a 24 courses dans une saison. Fait que tu vas être vu 24 fois. Ça, tu n'as pas... Tu touches pas à ça. Tu touches pas à ça. Ça, tu n'as pas accès à ça. Fait que c'est quand même assez limité, là. Fait que les commandites, c'est, mettons, là, je veux dire n'importe quoi, le Grand Prix du Canada présenté par Bell. Mais là, c'est un mauvais exemple. Grand Prix du Canada présenté par Ashton. OK? Ça, cette commandite-là appartiendrait... J'essaie de penser à une qui serait comme vraiment pas associée à Bell, parce que là, Bell sont impliqués, mais mettons, le montant que, dans mon exemple, Ashton paierait, ça irait juste à vous ou ça irait à la fin? Est-ce que ton exemple que tu donnes, là, elle était vraie il y a quelques années, OK. où le promoteur, peu importe qui il était, Ouais. pouvait vendre sa commandite du nom. Puis nous, à Montréal, on se souvient, à Montréal, là, ça s'est appelé le Grand Prix, Sun, là, il y a longtemps, mais tu sais, ça s'est appelé le Grand Prix Air Canada. Ça s'est appelé bien le Grand Prix Players. Avant la loi sur le tabac. Ouais. Alors, c'est vrai, mais à un moment donné, le modèle d'affaires a un peu changé. Et là, ça, il faut que ce soit le franchiseur qui vende cette commandite. Puis justement, là, c'est quand que Liberty Media est arrivé dans tout ça? Donc, Liberty Media est arrivé à la fin de 2016. OK. Donc, leur première saison comme opérateur de la série, c'était 2017. OK, 2017. Et Bell, c'était quand? Donc, Bell, moi, j'ai vendu mon entreprise à Bell, je veux dire, mai 21, là, mettons. OK, donc c'est un peu... Est-ce que c'est en raison de la pandémie, tout ça? En partie. OK. Ouais. Il reste que j'y pensais depuis un certain temps quand même, parce que là, bon, j'avais investi temps et argent depuis 2010. Fait qu'à un moment donné, tu veux comme l'affaire d'essayer d'avoir un retour sur ton investissement. Fait que je pensais déjà. La pandémie est venue là, accentuer cette raison-là ou ce devoir de faire ça. Là. Je comprends. Et revenant, si tu regardes en arrière, penses-tu que ce move-là a fait en sorte que le Grand Prix du Canada est encore là aujourd'hui ou comment tu vois ce move-là? Ben, moi, je vois ce move-là, je pense qu'il fallait le faire. Parce que il y a eu une époque où les Grands Prix étaient... J'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire quand même, il était plus folklorique un peu. Folklorique, OK. C'est-à-dire que quand tu retournes en arrière,
Les Grands Prix, c'était... Bon, Normand a été le promoteur du Grand Prix, puis c'était son entreprise. Moi, j'ai eu la mienne, c'était mon entreprise. Puis il y avait d'autres Grands Prix comme celle-là. À un moment donné, tu ne peux pas... Tu es limité quand même dans ce que tu peux investir. Puis tes revenus sont quand même limités. Là. Et quand tu regardes après ça, comment le sport, la F1 s'est développé mondialement dans des nouveaux marchés. Il faut que tu regardes où ça s'en va. Là. Exact. Ouais. Et donc, quand il y a eu le Moyen-Orient qui a commencé à arriver, l'Asie, la Malaisie, c'est un des premiers qui est arrivé. Ils ne sont plus là maintenant, mais là, tu dis, OK. Fait que moi, pour en fait le bien-être ou la continuité du Grand Prix, ben, ça prenait un joueur corporatif, beaucoup plus gros que moi, qui pouvait rivaliser avec les autres dans le monde. Là. Mais bravo, parce que ça prend de la vision, ça prend de l'humilité. Tu sais, voir ça de même, parce qu'il y a beaucoup de gens d'affaires, surtout une propriété sportive, c'est tellement difficile à aller chercher. Quand tu l'as, puis on l'a vu dans différentes ligues sportives, des propriétaires qui attendent trop longtemps avant de vendre ou de passer à d'autres choses. Fait d'avoir la vision, je trouve ça impressionnant parce que c'est rare qu'on a cette introspection. T'sais. Ben, tu sais, moi, je me suis toujours dit que le Grand Prix m'a donné beaucoup. Il m'a donné beaucoup. Là. Je parle même pas juste financier. Là. Il m'a donné... non, mais... J'ai grandi dans cette organisation-là. Normand a été mon mentor. J'ai grandi là-dedans. Ça a aidé ma famille. Puis, ma famille, mes enfants sont au monde, je suis au Grand Prix. Ouais. Eux, ils ont rien vécu ça. Là. Mes enfants ont juste vécu le Grand Prix. Quoi? T'étais pas à l'hôpital? T'étais au Grand Prix? Oh non. Non, mais je veux dire, c'est que... Oui, ils sont, leur maison, c'est le Grand Prix. Ben oui, exact. C'est ça. Oui. Alors, je vais toujours être très reconnaissant envers cet événement-là, pour ça. Alors donc, j'avais pas intérêt à ce que... puis j'ai toujours pas intérêt, en plus, là, même comme président aujourd'hui de l'Autorité sportive nationale. Je veux que ce Grand Prix-là, il rayonne puis qu'il fasse partie du championnat. Donc, moi, je vais toujours vouloir que le Grand Prix du Canada soit populaire et qu'il soit bon. Parce que 2024, ça n'a pas été évident. C'est peu dire, là. Ouais. Ah pas oui, évident, pas évident. Non. Là, vous avez réussi à le sauver. On s'entend? Ouais. En fait, en 2024, c'est parce que tout est arrivé le même week-end. Ah ouais, c'était la tempête, l'œil de l'ouragan, genre. Tu prends chacun de ces éléments-là qu'on a tous vécu là, dans les années antérieures. Ben, tu sais, il grêle une fois sur un Grand Prix, tu vas vivre avec ça. Mais là, tout est arrivé. Oui, il y a eu de la grêle, il y a eu... le truc, c'est la terrasse, là, évidemment, ça rupile. Il y a eu des trucs avec la circulation automobile, le métro, un concert annulé. Vraiment, là, tout a convergé vers un week-end merdique. Et c'était un difficile week-end. Moi, tu sais, on a parlé déjà dans le passé des retombées économiques. T'sais, on aime ça parler de retombées économiques des produits sportifs qu'on a à Montréal et au Québec et au Canada. On s'entend que le Grand Prix, ça fait toujours jaser à quel point ça a des grosses retombées économiques. En fait, moi, on enregistre aujourd'hui, c'est quelques jours après le Grand Prix. Moi, j'ai été au Grand Prix pour la première fois de ma vie. Hey, il y a eu un record, là, 360 000. Je disais ça à François, c'est la première fois de ma vie que j'allais en personne au Grand Prix. Et j'avais la réflexion, je me disais, d'où viennent les gens? Tu sais, les personnes qui arrivent, cette espèce les hôtels sont pleins. Les Hurricanes de Caroline, il n'y a pas d'hôtel pour le match contre le Canadien. Dans vos recherches, dans vos données, quand vous êtes arrivé avec le public pour le partenariat avec le fédéral, le provincial, le municipal, tu sais, avez-vous déjà chiffré les retombées économiques? J'imagine que oui. Avez-vous déterminé d'où proviennent les gens? C'est-tu des États-Unis? On s'en fait débat. Est-ce que c'est les Américains qui se déplacent avec le dollar? Est-ce que c'est les Européens qui prennent l'avion? Parce que moi, j'entendais beaucoup d'Européens, là. Moi aussi, personnellement, là, je voyais beaucoup d'Européens. Ben, écoute, là, je vais parler évidemment pour mes années à c'est moi. Ça. Oui. C'était facile de savoir pour nous d'où venait. Parce que, évidemment, on calcule les acheteurs de billets. Oui. Tu achètes un billet,
tu es basé dans le New Jersey, tu ajoutes ton billet, tu vas donner ton nom, ton adresse, ton code postal. On va savoir de où tu viens. Alors, ça, pour nous, c'était relativement facile. Et je te dirais, moi, dans mes dernières années où j'ai été le président, je te dirais qu'à peu près 57-58% des acheteurs de billets, parce que là, je vais te parler après ça des ceux qui sont en ville pour le Grand Prix, mais qui n'avaient pas un billet, n'étaient pas du Québec. Ils venaient de l'extérieur du Québec. C'est énorme, 58%. Okay? Et là-dessus, ben, tu avais peut-être un 25% qui étaient des Américains. Je dirais européens, un bon 10%. Okay. Beaucoup de monde de l'Ontario, le reste du Canada aussi. Mais il y avait plus de gens, quand tu regardes ça, ben, il y avait plus de gens de l'extérieur du Québec que du Québec. Donc, et là, puis les retombées économiques, c'est un concept qu'on peut challenger. On peut débattre sur la notion. De comment c'est calculé. Mais on ne peut pas nier que avec un pourcentage aussi élevé de gens qui viennent de l'extérieur du Québec, tu peux même dire que c'est du nouvel argent qui arrive dans la métropole. Oui. Ça, tu peux le dire. Puis les hôteliers le disent, qui sont pleins à, je pense que cette année, c'était 93-94%. Alors, c'est un vrai apport, OK, de l'argent. Après ça, tu as les gens qui viennent à Montréal, mais qui ne viennent pas au Grand Prix. Et ça, il y en a beaucoup. Et c'est surprenant, là, mais il y a beaucoup de monde qui vont venir qui n'ont peut-être pas les moyens, peut-être de se payer un billet de Grand Prix. Ouais, puis je vais raconter une affaire sur les billets de Grand Prix, très intéressant après. Mais il y a quand même une faune qui vient de l'extérieur, qui viennent juste pour vivre ce qu'il y a au centre-ville. Ils vont vivre les festivités. Crescent. Il y a Peel qui fait des activités. Ils vont aller dans une couple de parties. Eux aussi, ils dépensent l'argent, mais eux, c'est plus difficile de les quantifier parce que tu n'avais pas un billet. Là. C'est ça. Vous n'aviez pas accès à ça. On n'avait pas accès à ça. Mais il faut quand même réaliser une chose, c'est que dans quelqu'un qui vient, par exemple, des États-Unis, là, et qui vient passer le week-end, qui s'est acheté 2 billets au Grand Prix du Canada, s'est loué sa chambre d'hôtel, a été magasiné, a été mangé dans les restaurants. À la fin de son week-end, sa plus petite dépense, c'est son billet pour le Grand Prix du Canada. Ouais. Le Grand Prix, c'est le produit d'appel, mais après ça, les dépenses qui se font en ville sont plus importantes que la dépense d'appel. Bien, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ça me fait penser à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais lu un article ou quelque chose par rapport à Las Vegas. Puis comme quoi les billets d'avion ou les hôtels, les prix des chambres étaient, ça dépend de quelle chambre, mais en général, peu dispendieux. Parce que l'objectif, c'était de dire... Te faire dépenser dans le casino. Bien booké. Bien booké. Puis après, tu dis, l'hôtel pas cher. Moi, je me rappelle mon premier voyage à Vegas, l'avion était pas cher, l'hôtel était pas cher. C'est parfait. C'est le casino qui... Les activités, les shows, fait avoir. tout ça. J'ai juste ajouté, on parle beaucoup des retombées économiques. On parle moins des retombées médiatiques, que moi, je trouve intéressantes et importantes. On avait fait des études là-dessus. C'est-à-dire, tout ce qui est publié dans les médias, là, que ce soit les journaux. Les journaux existent moins aujourd'hui, là, mais dans les médias, la télédiffusion, donc les images de Montréal, le nom, c'est juste dire le mot Montréal, Grand Prix du Canada. Si on avait à se payer cette campagne publicitaire-là, que je me souviens dans les études qu'on a fait faire, là, il a fallu qu'on dépense presque 25 millions de dollars pour avoir une campagne médiatique aussi avec beaucoup d'impact. Importante comme ça. Alors, ça aussi, moi, j'aimais beaucoup ces deux retombées-là. Là. Oui, puis ça, c'était un point qui a été soulevé avec la Coupe des présidents au golf. Tu sais, parce que quand la Coupe des présidents a eu lieu à Montréal, en 2024, il y avait eu ce débat-là de retombées économiques, puis les retombées médiatiques, de dire, quand NBC, qui diffuse la Coupe des présidents, montre les images de Montréal, le mentionne de nombreuses reprises, c'était exactement ça qui était discuté. C'était qu'est-ce que ça vaut réellement si tu te payais cette pub-là, puis on parlait des chiffres que François mentionne. Fait, Justement, on parlait, Grand Prix du Canada, c'est l'événement, le plus gros événement sportif au pays. Là, cet été, au Canada, il va y avoir le plus gros événement sportif mondial. La Coupe du monde de soccer. On en a beaucoup parlé dans le podcast de « Hey, Montréal, on l'a pas ». Comment, toi, tu peux réagir à ça?
T'sais, comment tu trouves ça de ne pas avoir cet événement-là à Montréal? Ça dépend sur quel angle on le prend. OK. Là, on ne l'a pas parce que, en partie, évidemment, le stade olympique qui aurait été le seul endroit où on aurait pu accueillir à Montréal des matchs est fermé et est en construction. Ceci dit, on voit aussi ce qui se passe à Toronto, Vancouver, les coûts qui sont associés, qui sont énormes et qui n'arrêtent pas d'augmenter. Par contre, au niveau aussi médiatique, la visibilité que Montréal aurait pu avoir. Cette pub-là de 25 millions. C'est sûr que ça, on passe à côté. Là. Ça, on passe Oui. à côté de ça. Mais, puis d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, hein, après les Jeux olympiques d'été, c'est la Coupe du Monde, là, qui est, je pense, le plus gros événement. Après, c'est les Grands Prix. Mais non, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas. Au moins, le Canada a quelques matchs. Oui, moi, puis je pense culturel. Je pense qu'il y a quelque chose culturellement au Canada où les gens ne saisissent pas nécessairement à quel point c'est gros. Parce que le soccer ne fait pas nécessairement partie de l'ADN C'est sûr, c'est de pas comme consommation. le hockey, puis la Non, fleur, c'est ça. etc. Consommation sportive. Il y a beaucoup de participation au soccer. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au soccer. Ben, c'est le plus C'est populaire. le plus populaire. Oui. Mais en termes de consommation télévisuelle de soccer, c'est pas dans les tops nécessairement. Tu sais, ça progresse. Fait que moi, je le sens présentement à l'heure qu'on enregistre. Je trouve que l'engouement pour la Coupe du Monde n'est pas encore autant élevé que j'aurais voulu que ça soit. Parce que moi, je peux prendre un mois de congé de tout pour juste écouter la Coupe du Monde. Je le ferais là. À chaque 4 ans. C'est mon highlight. J'adore ça. Mais Oui. je pense qu'au Canada, on n'a pas, puis aux États-Unis aussi, on n'a pas cet engouement versus en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et c'est très, 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 très présent. Mais d'ailleurs, Gianni Infantino était au Grand Prix, Tout à fait. à côté Ouais. de toi. À côté de moi, ouais. C'est ça. Écoute, j'étais impressionné parce que donc je me suis positionné sur la Ouais. place qui m'était attribuée Oui. là, dans la Ligue nationale. Puis je voyais à côté de moi une autre plaque et je me suis penché pour le regarder. Puis c'était son nom qui était là, le président de la FIFA. Là, je n'étais pas trop sûr. Et Stefano Domenicali, il me dit oui, c'est le président de la FIFA qui est ici, qui arrive son chandail du Canadien sur la grille. Et il avait emmené le trophée, d'ailleurs. Et c'est là que tu vois justement cette culture-là. Les pilotes européens qui étaient dans le paddock, qui pouvaient presque toucher au trophée, ça, c'était comme un highlight plus que presque la course. Là. Alors, mais j'ai trouvé ça intéressant ce mélange-là entre la F1 et le. Mais le est-ce que vous connaissez quand même, tu sais, la FIFA, Coupe du Monde et les Grands Prix, tu sais, est-ce qu'on peut, exemple, changer de calendrier ou ça, c'est-tu déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Puis, OK. je peux te conter une anecdote là-dessus. C'était la Coupe du Monde de 98, qui était la Coupe du Monde en France. Et M. Colstone et le président de la FIFA de l'époque avaient convenu on changerait un peu le calendrier de la F1 pour pouvoir, pas qu'il y ait de conflit, là, justement, télévisuel pendant la C'est quand Coupe même du fou, Monde. ça. Et je me souviens, M. Colstone avait appelé Normand à l'époque pour lui dire, écoute, on doit changer la date du Grand Prix du Canada. Mais il avait dit, mais j'ai sauvé la fête nationale du Canada. Il dit, tu ne seras pas le 1er juillet, tu vas être le 24 juin. Ouais. Et je me souviens que Normand avait dit, OK, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. Je pense que tu comprends pas, Je là. comprends pas. Mais quand même, ce Grand Prix-là, en 98, a eu lieu le 24 juin. C'est le plus tard qu'on a fait le Grand Prix. Et bon, et par il y a une loi, évidemment, québécoise, là, que la fête nationale, tout est fermé. Et là, nous, on était 24 le dimanche, là. Et ça avait pris une dérogation du ministère des Finances du gouvernement du Québec de l'époque pour réouvrir le quartier touristique Hey, j'en reviens du pas de centre-ville cette du histoire-là. centre-ville de Montréal. Là. Sache, ça se peut pas. Mais ça me surprend comme pas parce que, tu sais, la Saint-Jean-Baptiste au Québec, évidemment. Je sais, Puis mais... même dans le reste du Canada, tu sais, c'est très connu, mais
dans Europe, tu sais, le Grand Prix du Canada, la Fête nationale du Canada, c'est le 1er juillet, tu sais. Tout à fait. Non, Il n'y a pas rien d'autre. J'ai là. sauvé la fête! Ah, ça va c'est être le drôle. 24! Ah, que c'est bon. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour vous deux, parce que j'avais le débat avec des chums en fin de semaine sur la Coupe du Monde, puis tu sais, avec des articles qui ont sorti sur la FIFA, puis les coûts qui augmentent, puis les exigences de la FIFA. Tu sais, il y avait des gens qui étaient très heureux que Montréal l'ait pas, en disant que je connais, tu sais, qui disaient, tu vois, ça coûte cher, puis regarde comment ils sont déraisonnables à FIFA, puis regarde comment ça n'a pas de bon sens ce qu'ils demandent, puis ce qu'ils exigent. Il y avait l'autre moitié des gens qui étaient comme, oui, mais la FIFA fait ça parce qu'ils savent qu'ils ont tout le leverage au monde, dans le sens, tout le monde, tous les pays voudraient avoir la Coupe du Monde, regarde qu'est-ce que ça rapporte, puis c'est énorme. Fait que, j'imagine qu'avec le temps, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est carrément je suis dans le champ, mais avec la popularité que la F1 prend, peut-être qu'elle peut se permettre des exigences un peu plus élevées qu'elle faisait il y a 20-30 ans, quand c'était pas encore le sport que c'est aujourd'hui. C'est quoi votre avis, à vous deux, sur cette espèce d'opinion de Que dire... la F1 pourrait avoir Non, mais que on parle de FIFA, mais que la FIFA... C'est-tu correct ou pas qu'ils ont des exigences? Ben, c'est comme un le peu, Canadien. Moi, je pense que t'sais. le Canadien a quand même des exigences. Tu sais, comme, ils savent que les gens vont payer le prix. Non, je vois pas. C'est un peu la même chose, non? Ben, Moi, Ça- je suis dans c'est un peu d'accord. ça? Ouais. ouais, moi aussi, je pense que ouais, tu sais, tous les ligues de sport ou les grands événements sportifs peuvent exiger ça. Quoique, on voit quand même qu'il y a une tendance, par contre, qui se dessine. D'ailleurs, la Coupe du Monde est, oui, au Canada, mais c'est tripartite. Oui. On est Mexique, États-unis et Les Jeux Canada. olympiques, ça va être Et la les même Jeux olympiques, on s'en chose, va puis- vers ça, là, de Oui, oui. peut-être un partage même entre deux pays qui vont accueillir des Jeux olympiques. Parce que les Jeux olympiques d'été, le CEO aussi, à un moment donné, a peut-être exagéré un peu là, dans les demandes. Et puis, il y a des pays, je me souviens au jeu de... Parce que j'avais été au Grand Prix de Sochi peu après les Jeux olympiques de Sochi. My God, les installations qu'il y avait là, c'était... Mais ça, c'est triste, là. Ouais. C'est triste. Tu as raison. Mais ils voulaient avoir des Olympiques. Oui. Là. Alors, et donc, Ouais. le CEO le savait aussi qu'il voulait avoir les Olympiques. Mais là, je pense qu'il y a quand même une tangente là, où on s'en va vers... Il va falloir ces franchiseurs-là, littéralement, varient un peu, puis changent un peu, parce qu'il y aurait plus, je pense, un seul pays qui va pouvoir se payer. Je suis d'accord, puis même la prochaine Coupe du Monde, ça va être Portugal, Espagne, Maroc. Exact. Tu sais, fait qu'ils s'enlignent déjà pour ça. Et moi, je pense que... Moi, je suis d'accord avec Jen, ce que tu mentionnes. Je pense que, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. La FIFA tient gros bout du bâton. Où est-ce que j'ai plus de difficultés, c'est la gestion des prix de billets. Tu sais, les prix de billets avec la Coupe du Monde ont atteint... Tu sais, c'était très, très, très élevé. Les gens ont sauté dessus en disant « OK, c'est le temps. » Puis là, ben, à un mois de l'événement, tout d'un coup, il y a des places qui se libèrent. Tu sais, ça vient un peu affecter pas dire la crédibilité, mais l'espèce d'intégrité, un peu le lien de confiance entre le consommateur et le franchiseur, là, si on veut dire ça comme ça. Mais en tout cas, je voulais juste avoir votre avis, parce que c'est un débat que j'ai eu avec des gens dans mon entourage, puis je trouvais que la F1 peut-être va se diriger de plus en plus vers un peu cette attitude un peu plus intransigeante, de dire voici comment ça va fonctionner, on a besoin que vous avez ces contraintes-là. Mais tu sais, tu vois déjà, hein, je pense qu'en 2027, déjà, il va y avoir les alternances entre des courses. Tu sais, la Belgique va être en alternance avec un Grand Prix en Espagne, je pense. Oui. Donc, ça va être aux 2 ans maintenant qu'il y aura un Est-ce Grand que le Canada, ça risque d'être ça aussi? Ça va être aux 2 ans? On sait pas. On sait pas. Je n'ai pas de boule de cristal là, Non. devant moi, mais il y a certains Grands Prix déjà qui... et là, tu peux le voir de deux façons. Tu peux dire, OK, ils ont fait une alternance parce que bon, la F1 voulait peut-être aller... Ils sont limités à 25 courses. Hein, puis déjà, 24, c'est énorme. Quand tu penses à tout le voyagement que ça nécessite là, pour la part des pilotes, les mécanos, etc. Donc, est-ce que c'est un désir de la F1 d'aller dans plus de pays, de pouvoir aller dans plus de pays, mais rester à 24 courses par saison? Et où, ben là, peut-être le Grand Prix de la Belgique, par exemple, qui est un Grand Prix traditionnel, qui est là depuis presque le début, ne peut plus se permettre d'avoir un Grand Prix à chaque année. Et là, ils vont en avoir un tous les 2 ans. Alors, tu vois, c'est un modèle qui change et puis qui évolue. Tombe 2, il va l'avoir quand? Je pense qu'il n'y en aura pas de tombe 2. Tombe 2? Écoute, moi, j'en revenais pas le travail
qu'on a mis là-dedans, parce que j'ai écrit ce livre-là avec une de mes meilleures amies, là, Dominique Fauteux. C'est beaucoup de travail écrire un livre. Non, c'est énorme. Je pensais pas. Mais à partir du moment où tu te mets vraiment, tu dis OK, on le fait. Là. Ça fait 2 ans là, qu'on travaillait sur ce livre-là. Et Bernie, vous lui avez demandé au Ouais. départ? Donc là, on commence à écrire le livre, on trouve l'éditeur. L'éditeur me dit, ben, qui va écrire ta préface? Moi, dans ma tête, j'avais comme un seul gars là, qui peut l'écrire, tu sais. Puis c'était Bernie. Fait que j'ai dit, ben, Bernie Coston. Là, il croyait pas. J'ai dit, non, attends, je vais lui demander, puis on verra. Écoute, ça a pris quelques jours, là. Puis Bernie il m'a envoyé un draft là, on a modifié un petit peu ensemble. Mais non, vraiment, là, ça a été très, très vite. Il a accepté. Et tu vois, j'ai eu des réactions de ça quand on a sorti le livre. Il y en a qui disaient, ben, pourquoi Bernie Coston? Il y en a qui étaient surpris. Parce que l'image de Bernie, ici, à Montréal, surtout, publiquement, elle n'est pas toujours bonne. Parce que dans le passé, il a négocié un petit peu sa place publique. Mais là, No Angels, c'est un peu ça, tu sais. Elle est vraiment à lire sa biographie. Okay. Mais oui, quand publiquement, je me souviens un jour, avant qu'on construise les nouveaux garages, il est parti d'ici, il a été en Azerbaïdjan, à Bakou, qui était le Grand Prix qui nous suivait. Et Bernie avait dit, quand il est arrivé là-bas, il avait dit, mon Dieu, ici, c'est merveilleux. C'est pas comme le trou de merde qu'on vient de quitter. Il avait dit ça, lui, publiquement. Là. Alors, c'est sûr que son image publique ici, alors, beaucoup de gens étaient surpris que j'avais demandé, mais moi, j'ai quand même eu la chance de le connaître dans la vie privée. Uh-huh. Durant ces années-là. Puis c'est pas le même homme. Il y a comme un Il fait de la posture en négociation. personnage en même temps, là. Puis moi, ben, j'estime que dans la vie, ben, il y a 2 hommes qui ont littéralement changé ma vie. Normand puis Bernie. Alors, mais il a accepté là, sans hésitation. Rendu à quel âge, Bernie Ecclestone? Il a 95 ans. Oh my God! Ouais. Et je l'ai vu récemment. Et il est très, très en forme. Oui. Ouais. Il fait toujours, il répare toujours des motos dans sa cuisine quand il était petit. Merci tellement. Merci à vous. Merci. Ouais, non, merci mais beaucoup, François. on aurait pu rester une autre heure à jaser de toutes tes anecdotes, mais il va falloir lire le livre pour en savoir plus d'anecdotes. Exactement. Ouais. Bonne Puis, idée. pour ceux qui ont des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je suis certaine qu'il va y avoir des réactions à tout ce que tu as dit pendant le podcast. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, François. Merci.